Bonjour à tous, alors à nouveau, un nouveau live pour répondre à vos questions. J'ai eu quelques questions sur le groupe suite à la présentation de cet événement. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire un live une fois par mois environ. Et donc je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps sur la première question que j'ai eue. Donc une question anonyme. Bonjour, on m'a diagnostiqué anxiété généralisée. J'ai beau faire différents praticiens, kinésiologie, psychothérapeute, acupuncteur, rien n'y fait. Ces crises d'angoisse sont apparues subitement il y a 1 an. Je ne peux pas rester seule de peur de faire un vertige, une oppression thoracique qui me gêne. J'ai subi différents examens, tout est nickel. C'est invivable, je ne sais pas comment m'en sortir de cet engrenage. Merci pour vos conseils. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question, donc c'est pour ça que je l'ai mise en premier. Tout d'abord, comment sortir de l'engrenage des crises d'angoisse ? En fait, ce qu'il faut pour sortir de cet engrenage, c'est modifier la réponse interne qui fait qu'on se met en crise alors qu'il n'y a pas de danger immédiat, qu'il n'y a même pas parfois de stress identifié. Parfois, on me dit souvent même, en fait, tout va bien dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi, j'ai pas l'impression d'être anxieux ou anxieuse. Donc en fait, on a besoin de modifier une réponse que le cerveau a apprise, un stimulus-réponse. J'ai dû vous en parler déjà dans l'autre vidéo la dernière fois et je vous en parle très souvent. Et donc pour ça, il va falloir désapprendre et réapprendre autre chose pour que la crise ne s'active plus. Et je vais en venir là à mon second point, c'est pour ça que les formes de thérapie que la personne a utilisées, kinésiologie, psychothérapie, etc., ne fonctionnent pas parce que ça ne prend pas en compte cet élément. Ça va tantôt vous relaxer. Je pense d'abord à tout ce qui est acupuncture, relaxation, etc. Ça va, pour le psychothérapeute, mettre du sens sur ce que vous vivez, évacuer des émotions par la parole, mais ça ne va pas réapprendre et changer le circuit de base qui fait que vous partez en crise d'angoisse. Et la kinésiologie, pardon, j'ai encore la langue qui fourche, ça c'est très controversé, très aléatoire. J'en parlerai un peu plus loin de tout ça. Donc vraiment, c'est un apprentissage neurologique et psychologique à faire. Il faut que vous compreniez le mécanisme, mais une fois, et après que vous travaillez, et ça va prendre plusieurs fois, un certain temps, ça dépend de chacun, pour réapprendre, reprogrammer vos réactions. Pour apprendre à votre cerveau que vous pouvez être seul, que ça va passer, que c'est pas grave, etc., etc. Donc c'est avec l'expérience et avec une expérience guidée, contrôlée, que vous allez pouvoir désactiver ce mécanisme. Donc, pourquoi est-ce que ce que vous avez essayé n'a pas permis de vous en sortir? Alors, j'en arrive à mon second point, des choses que j'ai notées pour ne pas oublier de vous en parler. C'est que justement, toutes ces approches, elles ne sont pas ciblées sur le trouble anxieux. Ce sont des choses suggestives, comme l'hypnose classique, par exemple, qui là n'a pas été citée, mais qu'on pourrait citer tout pareil. En fait, souvent, ces choses-là, c'est comme la kinésiologie, ça fonctionne beaucoup sur l'effet placebo, la méthode Coué. La méthode Coué, c'est très intéressant. Vous savez, c'est le fait de se dire, d'être positif, se dire tout va bien, je vais bien. Ça paraît bête, mais en fait, c'est un mécanisme dont on a tous besoin. Mais ça parle à votre volonté. Donc si vous arrivez, alors je vois connexion lente qui s'écrit, j'espère que vous me voyez bien. Si vous arrivez chez un spécialiste de ce genre en ayant en tête qu'il va vous guérir, déjà vous avez fait la moitié du travail. C'est pour ça qu'il y a des techniques très aléatoires où on peut se dire ça a fonctionné pour moi, mais en fait le plus gros du travail a été fait par le choix de votre cerveau de s'en sortir ce jour-là. Mais malheureusement, pourquoi c'est si aléatoire et pourquoi ça ne fonctionne que très peu, c'est parce que justement il n'y a pas de technique concrète pour reprogrammer des choses. Et comme vous l'entendez très bien dans mes propos, on peut le faire soi-même. Moi-même, ayant vécu des crises de panique quand j'avais une vingtaine d'années, je les ai guéries petit à petit, sans savoir comment j'avais fait pour les guérir. Aujourd'hui, je sais. Mais à l'époque, je n'avais rien de concret et d'intellectuel à comprendre là-dedans, puisque ça n'était pas connu. Les TCC sont très récentes, ça n'était pas encore
démocratisé ni utilisé. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. On m'a parlé de spasmophilie, on m'a parlé de plein de choses comme ça. Ça ne m'aidait pas du tout. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que j'avais utilisé ce que j'utilise aujourd'hui avec mes consultants, c'est-à-dire réapprendre un autre fonctionnement, en me conditionnant moi-même et en me répétant des choses, etc., etc. Sauf que si je l'avais fait avec les vraies techniques que j'utilise aujourd'hui, j'aurais mis quelques mois, quelques semaines, alors que là, j'ai mis des années, clairement. Donc en fait, les crises de panique, c'est vraiment quelque chose à réapprendre. Et si une technique vient sans réapprendre, ça va forcément revenir à un moment donné, même avec la méthode Coué, même avec ça y est, tout va bien. C'est un petit peu comme un fumeur qui arrête de fumer. Il y en a qui arrivent à arrêter de fumer tout seul d'un coup, hop, ils s'arrêtent et puis ça fonctionne. Et puis quelques années plus tard, ils vont replonger dedans par exemple. Ou pas, mais il y a une notion de volonté. Par contre, quelqu'un qui a arrêté de fumer avec des vraies techniques concrètes qui vont remplacer la cigarette au niveau du stress, on va remplacer par autre chose, par des gestes, par d'autres activités, etc. Ben là, ça va durer dans le temps. Donc c'est ça qui fait que toutes ces approches ne fonctionnent pas parce qu'elles utilisent déjà qu'un pan des choses, la relaxation, le fait de se détendre par exemple, etc. Et qu'en plus, elles ne reprogramment pas les choses. Il n'y a pas d'outils concrets, donc il y a parfois un soulagement et parfois pas du tout. Voilà ce qui se passe. Donc j'en profite à ce moment-là, et suite à ce que j'ai vu de cette question, en fait quelqu'un avait répondu ensuite en dessous à cette question, n'ayant peut-être pas vu que la publication était là pour me poser des questions pour le live. Et donc la personne avait, avec toute sa bienveillance, et je ne suis pas là pour critiquer ou juger, mais j'attire votre attention sur quelque chose d'important. Entre membres, vous avez envie de vous aider. Je vois encore écrit connexion lente, j'espère que ça fonctionne. Donc entre membres, vous avez envie de vous aider, mais j'attire votre attention sur le fait de vraiment donner des conseils qui ont marché pour vous. Donc on voit quelqu'un qui essaye d'aider, qui en fait est encore très angoissé, même la nuit, donc peut-être même plus angoissé que la personne, qui propose des choses, mais comment proposer des choses si en fait soi-même, ça ne marche pas pour soi déjà. Et des fois, ce qui marche pour soi ne marche pas pour quelqu'un d'autre. Bon. Mais au moins, on aura donné quelque chose qui marche. Là, il y avait cette question-là, et il y avait aussi la question, c'est pour ça que j'en parle, c'est surtout pour ça que j'en parle, de prendre des médicaments avec des plantes. Parce que la personne qui a posé cette question prend un traitement que le médecin lui a donné. Alors, je ne suis pas là pour juger le médicament, vous savez ce que j'en dis sur le groupe, ça ne guérit pas l'anxiété, mais pendant un temps, on peut en avoir besoin pour soulager. Là encore, ça va soulager seulement. On peut être dans l'illusion que ça y est, il n'y a plus rien, mais en fait, quand vous allez arrêter le médicament, il va y avoir autre chose, ou alors plus tard, parfois. Voilà, donc, les médicaments, ça ne guérit pas. Ça aide, ça peut aider, parfois non, voilà, mais bon. Donc ça, c'est pas à discuter aujourd'hui. Simplement, la personne conseillait aussi de prendre des plantes. Et là, il faut faire attention parce qu'on part sur une prescription. Certes, les plantes, c'est naturel, mais en interaction avec un médicament, ça peut poser souci. Donc à ce moment-là, il faut demander au médecin. Donc attention aux conseils entre vous et surtout, quand vous-même avez des soucis pour vous guérir, c'est pas le lieu d'aider quelqu'un d'autre en fait. Vous êtes là pour recevoir des conseils, pas pour guérir quelqu'un d'autre. Et vous verrez dans quelques jours, là j'ai publié sur mon compte Instagram pour demain je crois ou après-demain, une publication sur le spot en ce moment qui passe sur la santé mentale par l'État et justement le fait de parler aux voisins, etc. Vous verrez ce que j'en dis justement quand ça n'est pas approprié de parler à n'importe qui. C'est bien de libérer la parole, mais parler à n'importe qui, déverser sur n'importe qui ou recevoir de n'importe qui, c'est pas forcément bien du tout. Vous verrez pourquoi dans cette vidéo, j'en dis pas plus là, sinon je vais pas finir les questions en 20 minutes. Alors, donc pour terminer sur ce sujet, l'anxiété ne se soigne pas par accumulation de petites choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit des techniques concrètes pour sortir, comme je le disais au départ, de ce stimulus-réponse et le changer par autre chose. Donc il y a eu ensuite une seconde question. Comment guérir d'un trouble anxieux généralisé? Je viens déjà de répondre à une bonne partie de ça en fait,
Parce que c'est la même chose, que ce soit des crises de panique ou une phobie, ou tout ce qui touche à l'anxiété. Dès lors que vous connaissez de l'anxiété, ça va se guérir de la même façon, en changeant les stimulus-réponses qui font que vous réagissez de manière anxieuse alors que quelqu'un d'autre dans la même situation va réagir sans stress. Évidemment, on n'enlève pas le stress de départ, le stress qui est sain, celui qui fait que vous avez une poussée d'adrénaline au moment où il faut en avoir une. C'est simplement quand l'anxiété devient problématique, qu'elle vous empêche de vivre, qu'elle vous gêne dans votre quotidien et même parfois qu'elle vous bloque complètement et qu'elle peut aller jusqu'à la dépression. Donc là, j'en viens à la deuxième partie de la question de cette personne qui dit sans vraiment les antidépresseurs. Alors déjà, il y a un souci dans la question, c'est que normalement quand on est en trouble anxieux généralisé, on n'a pas besoin d'antidépresseurs. Je sais que, pour l'avoir vécu, certains médecins donnent des antidépresseurs quand vous n'êtes pas typiquement en dépression. Bon, ça me pose souci là aussi, parce que la dépression, c'est des symptômes précis qui correspondent à une accentuation, une aggravation de l'anxiété, mais ce n'est pas forcément toujours le cas dans les troubles anxieux généralisés. Donc peut-être que la personne, ça va jusque-là. Mais normalement, il faudrait dire j'en suis au stade dépression. Et effectivement, elle parle de guérir. Donc je l'ai dit déjà tout à l'heure, les médicaments ne guériront jamais ni dépression ni anxiété. Les médicaments vont masquer les symptômes, les diminuer, ce qui fait que vous allez pouvoir parfois être mieux. Il y a beaucoup de personnes, il faut le dire aussi, que ce soit sur ce groupe ou d'autres groupes, qui avec les médicaments ne vont pas mieux, ou se sentent diminués, se sentent plus fatigués, se sentent mal. Voilà. Donc, ça c'est une réalité. Et la réalité derrière tout ça, c'est que même ceux qui se sentent mieux, ils ne sont pas guéris, ils sont obligés de prendre un médicament. Être guéri, ça sous-entend ne plus rien prendre et être bien. Donc les médicaments ne servent jamais à ça. Ne soyez pas dans cette illusion-là. Il faut absolument aller travailler ce qu'il y a à la base. L'anxiété, qu'est-ce que c'est à la base? Est-ce que c'est quelque chose de chimique? Il y en a encore qui ont cette croyance. Ça génère des problèmes chimiques en vous, biochimiques, mais à la base, ça vient d'une peur. Quand vous avez une phobie, vous le voyez très clairement. Si vous avez la phobie de l'avion, la phobie des chiens, la phobie, vous voyez bien que c'est quand vous allez prendre l'avion, quand vous voyez un chien, que vous avez peur. Donc vous identifiez bien que ce n'est pas un médicament qui va faire que vous aurez plus peur de l'avion. Mais vous pouvez vous dire, je vais prendre un tranquillisant, comme ça je vais dormir. Mais ça n'enlèvera pas la peur. Elle sera forcément là avant, après, parfois même pendant. Donc ce qu'il faut pour sortir de l'anxiété, c'est sortir de la peur. Donc on va aller travailler sur votre état d'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, que c'est dans votre tête et que vous devez juste, comme le disent certaines personnes, penser à autre chose. Non, ça veut dire que ça a été engrammé depuis longtemps, bien souvent, d'une habitude que vous avez parfois même depuis votre petite enfance, de peur et de réactionnel lié à de la peur. Donc, il faut aller travailler là-dessus pour changer ce que vous avez appris. Comme quand on apprend à lire, alors, on a appris quelque chose d'erroné qui fait qu'on réagit fortement. D'ailleurs, on voit souvent nos propres parents avoir eu les mêmes réactions ou avoir eu des réactions similaires. Donc, en les voyant faire, on a appris à faire pareil. Et malheureusement, ça nous porte souvent préjudice quand il s'agit d'anxiété, évidemment. Donc, les médicaments, ça peut vous accompagner pendant un temps. Je l'espère que pendant un temps, parce que c'est délétère à long terme, on le sait. Et ça ne remplace pas une vraie thérapie, ça, jamais. Et donc, suite à ça, je voulais clarifier aussi autre chose que là, j'ai partagé hier sur le groupe. Vous irez regarder. J'ai mis une petite vidéo aussi sur le rôle du médecin. Parce qu'il y a une personne, il y a quelques jours, j'ai répondu à quelqu'un en disant que le médecin souvent n'avait pas le bon diagnostic de l'anxiété. Il va vous dire, vous êtes anxieux, vous êtes nerveux, c'est nerveux, j'ai rien trouvé de physique. Par exemple pour le cœur, il n'y a rien sur les examens, donc c'est de l'anxiété. Mais il ne va pas poser le vrai diagnostic, c'est-à-dire celui qui correspond au DSM. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Le DSM, c'est la classification
officiel des troubles anxieux. Et dedans, c'est un livre très complet, une sorte de bible des troubles anxieux. Et tout thérapeute doit utiliser ça pour diagnostiquer exactement votre souci. Par exemple, si vous souffrez d'une phobie, qui va faire partir tout un tas de troubles anxieux derrière, si vous souffrez d'agoraphobie ou de troubles paniques, si vous souffrez de dépression, etc., de stress post-traumatique, il y a tout un tas de troubles anxieux différents et la réponse ne va pas être toujours la même, évidemment. Ça va générer des techniques différentes. Et donc ça, le médecin n'est pas formé pour ça. Donc j'étais en train d'expliquer ça, parce que la formation du médecin, elle est déjà énorme. Pour tout ce qui est physique et organique, vous pouvez penser à quel point c'est énorme et ça prend plusieurs années. Ils n'ont pas de formation psychologique. Parce que là, je vous parle des troubles anxieux en termes psychologiques. Il y a vraiment une classification très précise avec des termes psychologiques. Donc vous voyez bien, quand je vous explique tout ça, que l'anxiété, c'est pas juste un truc chimique comme une maladie, on prend un médicament et hop, on s'en sort. Pas du tout. Donc, j'ai expliqué ça et une personne me répond en disant pas du tout, mon médecin, moi, il sait très bien ce que j'ai. Donc, elle n'avait pas compris ce que j'avais expliqué, je pense. J'ai essayé de lui réexpliquer et elle m'a bloqué. Alors bon, sur le groupe, quand on me bloque, je vois quand même si la personne interagit. Et heureusement, puisque quand on crée un groupe, si on pouvait bloquer et ne plus rien voir, ça n'irait pas. Mais bon, elle a bloqué. Et je voulais réagir à ça parce que je sais très bien, pour l'avoir vécu aussi une fois sur Instagram il n'y a pas très longtemps, que quand on est anxieux, si on vient dénouer votre discours, ce que vous avez entendu depuis toujours, et surtout d'un médecin, eh bien c'est difficile à entendre, et on se sent agressé. Mais là, le but n'était pas du tout ça, et en plus, je ne m'adressais pas à elle au départ, à cette personne. Et j'en voulais en reparler aujourd'hui, parce que justement, son médecin faisait une erreur. Donc, elle ne me verra pas puisqu'elle m'a bloqué, mais voilà, ça sera entendu au moins par tous ceux qui en ont besoin. Son médecin lui avait dit qu'elle était spasmophile. La spasmophilie, moi aussi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'avais 20 ans. Donc la spasmophilie, c'est neurovégétatif, c'est-à-dire que chimiquement, vous faites des spasmes hein, et que c'est à cause de l'anxiété. Alors on vous dit bien que vous êtes nerveux, mais c'est de la spasmophilie. Donc moi, à l'époque, on m'a donné du magnésium. Sauf que la spasmophilie, clairement aujourd'hui, je le sais, ayant étudié ensuite le sujet, que j'avais des troubles paniques en fait. Donc je n'avais pas de la spasmophilie. Quand on dit ça, on balaye un peu du revers de la main, justement, tout ce qu'il y a dans le DSM, tout ce qui est de l'ordre psychologique, on ne vous en parle même pas. On ne vous dit pas, vous avez un stimulus-réponse qui fait que y a ça qui s'est installé, ça peut être dû à ça, c'est cette situation-là, etc. Alors, un médecin intelligent va vous envoyer vers un psychothérapeute ou un thérapeute pour dénouer ça. Mais la plupart, malheureusement, vous disent, bon, bah, vous êtes nerveux, est-ce que vous voulez un tranquillisant, quelque chose? Et puis ça s'arrête là. Et parfois même, dans le pire des cas, on va vous dire, c'est de la spasmophilie. Et puis, oh, bah, vous êtes anxieux à vie. On m'a dit ça aussi. Hein. Si vous avez vu aussi la consultante qui récemment a mis un témoignage, comme c'est très rare qu'on laisse des témoignages, parce que les gens n'aiment pas parler d'eux en termes de santé mentale, hein. En tout cas, vous le voyez bien, vous parlez beaucoup en anonyme. Hein. Donc là, cette personne n'était pas en anonyme, donc je l'ai partagé sur le groupe, j'en ai parlé un peu, enfin, je l'ai partagé sur mon site et j'en ai parlé sur le groupe. Cette personne-là aussi, on lui avait dit qu'elle serait comme ça à vie. C'est faux. L'anxiété, c'est pas à vie. Mais le médecin, comme il n'a pas d'autre réponse et qu'en plus, la réponse depuis des dizaines d'années était telle que les gens ne guérissaient pas de leur anxiété, bon, ben, on en a déduit que ça serait à vie. Sauf que ça fait une vingtaine d'années que les TCC existent, c'est très récent, et ça fait bien une vingtaine d'années qu'on voit bien qu'avec cet outil-là, on peut guérir les gens. Alors évidemment, je vous encourage à faire de la TCC sous hypnose, donc de l'HCC, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, vu que vous êtes sous hypnose et que nécessairement sous hypnose, on est en relaxation profonde, donc dans les meilleurs auspices, on va dire, sous les meilleurs auspices pour être soigné. Si on n'est pas sous hypnose, on peut être ailleurs et les TCC passent totalement à côté. Donc c'est vraiment l'outil de choix, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis toutes les techniques de gestion émotionnelle aussi, qui sont très très récentes. On n'en parlait pas. Si vous entendez aussi autour de vous, voyez bien qu'il y a quelques années, on ne parlait pas de la gestion des émotions, même pour les enfants, on en parle maintenant. Quand nous, on était à l'école, petits, en tout cas pour ma part, c'était pas le cas du tout. Donc tout ça, c'est très récent et il faut s'en emparer parce que ça, c'est la solution.
Il y en a une maintenant. Donc les médecins qui vous disent c'est à vie, non, stop. À moins d'une maladie psychiatrique, neuropsychiatrique, telle que la schizophrénie, il n'y a aucun trouble anxieux qui est défini à vie. Même un stress post-traumatique, ça se guérit à un moment donné, avec les bons outils. Donc voilà ce que je voulais clarifier sur tout ça. Et puis ce soir, j'ai eu une dernière question qui me demandait si notre cœur réagit aux émotions. Alors en fait, bien sûr. Donc le cœur, comme beaucoup d'entre vous en parlent, c'est bien que j'en parle aussi dans la vidéo, vous faites souvent des cardiophobies, c'est-à-dire une forme de phobie qui tend à sans arrêt observer ce que votre cœur est en train de faire. Mais j'ai envie de dire, quand on est anxieux, par exemple quand on a des troubles paniques, on fait beaucoup ça aussi, parce qu'on a facilement des palpitations, et dès que ça se met en route, hop, ça y est, ça déclenche, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais pas faire une crise cardiaque, voilà. Donc vous avez beaucoup ça. Et du coup, la personne se demandait, comme elle ressent des palpitations régulièrement, des extrasystoles, quand elle est en colère, je ne sais plus, fatiguée, je ne sais plus ce qu'elle avait écrit, mais en fonction de ses émotions, elle se demandait si c'était lié. Et oui, c'est lié. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lié de manière normale. Quand on n'est pas focalisé à écouter ce qui se passe dans le cœur, ça passe normalement. Par exemple, vous mettez en colère, le cœur va palpiter un peu plus fort, comme quand vous vous mettez à courir, et vous n'y faites pas attention, vous ne vous focalisez pas dessus, donc vous ne vous en rendez pas compte. Mais le cœur réagit à toute émotion. Il va accélérer, réduire son rythme, etc. C'est normal. C'est pour ça que, j'en ai parlé aussi il y a très peu de temps, prendre sans arrêt son pouls, c'est vraiment mauvais, parce que vous allez voir des variations, vous allez vous inquiéter, et en fait c'est normal. Et donc il réagit aux émotions. Et évidemment, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, il réagit encore plus fortement, il réagit plus souvent. Et puis, il y a aussi ce phénomène de toujours un peu accélérer, alors que on a l'impression que tout va bien. C'est comme les troubles paniques, c'est-à-dire que quand on est anxieux, il y a un terrain, et parfois on me dit, bah oui, mais pourtant je suis pas stressée, tout va bien, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais votre corps, lui, il est tellement habitué dans cet état-là qu'il continue. Et puis vous êtes aussi très habitué de manière sensitive, etc., à l'anxiété, que vous ne voyez même plus que vous êtes anxieux. Vous ne savez même plus ce qu'est un état zen, un état calme. Ça aussi, quand j'ai retrouvé ce qu'était l'état calme, j'ai vraiment vu ce que c'était que l'état calme. Et je peux vous assurer que pendant des années, étant donné que quand on fait des troubles paniques, on est sans arrêt à l'affût de « est-ce que je ne vais pas faire une crise aujourd'hui ?» Je n'étais jamais calme en fait, mais comme on le vit tout le temps cet état, on ne se rend pas compte. Donc effectivement, votre cœur réagit à tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça le met en danger. Il est très solide, le cœur. Il faut vraiment avoir des soucis cardiaques. Et la plupart d'entre vous, et heureusement, vous avez toujours vérifié, vous avez tous fait souvent un ECG. Votre médecin s'en est inquiété parce que dès que vous lui dites que vous avez des palpitations, c'est normal, il va aller vérifier. Mais les 3/4 du temps, 90% du temps, on se rend bien compte que c'est l'anxiété qui fait que ça va plus vite, ou que ça décélère, ou qu'il y a des soucis de battement et qu'on fait des extrasystoles. Tout ça, c'est l'anxiété qui fait ça, et évidemment l'anxiété est liée aux émotions, parce que l'anxiété est une émotion, c'est la peur. Voilà, sur ce, je pense avoir répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas à me remettre des questions dessous si vous voulez des éclaircissements. Et de toute façon, le mois prochain, je prévois un nouveau live. Je vous dis à très bientôt.